Bonjour, nous sommes le lundi 16 juillet 2018. Et hier, pendant que tout le monde se préoccupait essentiellement de football, je vous ai fait une vidéo qui s'appelait «Le ministère de la Justice américain laisse entendre que Donald Trump est l'agent d'une puissance étrangère hostile». À partir de quoi faisais-je ce commentaire? À partir d'une interprétation d'un document publié aux États-Unis aux alentours de midi, vendredi passé, qui était donc si je calcule bien, qui était donc le 13, vendredi 13. Un document d'une très grande importance, en fait, parce que étaient inculpés 12 fonctionnaires de l'État russe, 12 fonctionnaires accusés de crimes envers le gouvernement, la nation américaine, pour avoir hacké, pour être entré dans des systèmes de transmission numérique et avoir accédé également au système de vote automatisé aux États-Unis. Alors, les accusations étaient extrêmement précises, donnant des dates, donnant des détails, donnant des noms de sites, détaillant les opérations posées par l'ensemble de ces personnes à titre individuel, les unes après les autres. Cette inculpation est d'un ordre tout à fait différent, bien entendu, que les inculpations qui ont déjà eu lieu. C'était au mois de février, quand je crois que là c'était 13 personnes de nationalité russe avaient été inculpées. Mais il ne s'agissait absolument pas de fonctionnaires, il s'agissait de gens appartenant à une agence, mais une agence de type civil, ayant produit de manière massive de la désinformation à l'égard des citoyens américains, en créant de faux sites, en organisant aux États-Unis des manifestations, tout cela à partir de Saint-Pétersbourg. Ici, il s'agit de l'inculpation de fonctionnaires, de gens appartenant au service de contre-espionnage de l'armée. Il s'agit donc de quelque chose de très différent. Alors, j'avais souligné dans cette vidéo que j'interprétais de manière légèrement différente que les commentateurs américains ce que je voyais. Alors qu'eux, ils voyaient surtout en pointillé une inculpation de Donald Trump pour avoir un jour précis appelé les Russes à faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire en fait à pirater un certain nombre de sites appartenant au Parti démocrate. J'avais souligné que selon moi, on pouvait, comme la plupart des gens l'avaient fait, interpréter cela comme une boutade plutôt que comme un ordre véritablement donné à des gens qui le feraient, même si effectivement c'est ce jour-là que peu de temps après que les opérations ont commencé en Russie. Ce que je soulignais, c'est que se mettait en fait en place un dispositif permettant assez facilement, à partir non pas d'actes passés, mais sur la base d'actes futurs, présents et futurs, d'inculper de considérer monsieur Trump comme un agent d'une puissance étrangère. Alors, si je refais une autre vidéo, c'est parce qu'il s'est passé un certain nombre de choses depuis, en particulier une interview de M. Trump ayant eu lieu hier en Écosse avant qu'il ne se dirige vers Helsinki en Finlande pour rencontrer aujourd'hui M. Poutine. Dans cette interview, M. Trump a dit un certain nombre de choses étonnantes, qui venaient d'ailleurs compléter ce que Mme Theresa May, Premier ministre du Royaume-Uni, venait de signaler, que lors de sa rencontre privée avec M. Trump, celui-ci lui avait conseillé comme attitude à adopter envers l'Union européenne de la traîner purement et simplement devant les tribunaux. Madame May a fait ce commentaire en souriant, en disant je lui ai dit que non, ce n'était pas la procédure que j'allais utiliser, nous allions négocier.
Mais dans le même sens, dans cette interview donnée hier en Écosse, Trump commence par dire la chose suivante. Il commence par dire, à la question, quand on lui pose quel est le plus grand ennemi des États-Unis, il répond sans hésiter, c'est l'Union européenne. Alors, le reporter qui l'interroge, le journaliste qui l'interroge est évidemment un peu surpris et lui fait répéter. Et à ce moment-là, il dit oui, bien sûr, nous en avons d'autres, nous avons d'autres ennemis. Il faut savoir que le mot utilisé, c'est le mot foe. C'est un mot classique de la langue anglaise qui veut dire soit le plus grand ennemi, soit un grand ennemi. Et donc il a pu, dans la phrase suivante, dire oui, comme grand ennemi, nous avons également, bien entendu, la Russie. Et bien entendu la Chine, et il ajoute à propos de la Chine, encore que dans le cas de la Chine, il s'agit d'une guerre commerciale, et là on peut dire un peu, oui, à la guerre comme à la guerre, il est normal qu'on ne soit pas nécessairement d'accord. Mais à une autre question qui lui est posée, allez-vous évoquer la question d'une extradition possible des Russes accusés avec M. Poutine? Il répond de manière étonnante, tiens, je n'y avais pas pensé. Et ce tiens, je n'y ai pas pensé est évidemment étonnant parce que c'est la première chose qu'on attend d'un président quand une puissance étrangère fait des actes hostiles, et en particulier quand certains de ses citoyens sont inculpés, même s'il n'y a pas de traité d'extradition entre les deux pays, comme c'est le cas. C'est dans le cadre du personnage de ne pas y avoir pensé, mais cela attire aussi notre attention sur le fait que personne ne lui a dit. Alors, s'il est de bonne foi en disant « tiens, je n'y avais pas pensé », s'il est de bonne foi en disant « je n'y ai pas pensé », cela veut dire que personne autour de lui non plus ne lui en a parlé. Alors ça peut vouloir dire deux choses. Une chose qui est absolument évidente que l'on sait, c'est-à-dire qu'il n'y a pratiquement plus personne autour de lui en tant que conseiller, s'il y a des gens qui portent le titre, mais il n'y a plus personne, il a éliminé petit à petit l'ensemble des personnes qui pouvaient effectivement lui donner du conseil autour de lui. Donc il est possible que c'est parce qu'il n'a plus d'interlocuteur autour de lui à qui poser ce genre de questions, soit c'est qu'au niveau de l'administration, on a déterminé qu'il ne valait pas la peine de lui en parler. Et ça va dans le sens d'un article dans le Washington Post datant d'hier, de David Ignatius, qui est un commentateur connu, qui fait la remarque suivante, qui est qu'il est clair que si M. Trump a été informé du fait que des plaintes ont été déposées, qu'il y a inculpation d'un certain nombre de fonctionnaires russes, il n'a pas dû être avisé de la mise en place de ce dispositif. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on lui cache, laisse entendre M. Ignatius, et il me semble qu'il a raison. Et cela va dans le même sens du fait qu'on observe également, le fait en particulier que lorsqu'on interroge un certain nombre de généraux dans l'entourage de M. Trump, et en particulier, c'est pas en particulier, mais dans un autre cadre, celui qui est à la tête de l'OTAN, il est désormais clair que ces personnes parlent un tout autre langage que M. Trump. C'est-à-dire qu'ils ils ne voient pas, je cherche le mot, ils ne prennent pas conseil auprès de M. Trump et ils ne l'avisent pas de leur propre décision. Il y a comme une situation, comme si c'était constitué un cordon sanitaire autour de M. Trump que l'on laisse faire, mais en sachant qu'il n'est pas important, que ce qu'il dit n'a peut-être pas d'importance. Et cela pourrait conduire à penser qu'un certain nombre de personnes savent déjà un certain nombre de choses qui vont se passer et qu'ils considèrent qu'il ne s'agit pas, qu'il n'est pas important d'en aviser M. Trump. Depuis un certain temps, on a le sentiment
en particulier que M. Rod Rosenstein, qui est le numéro 2 du ministère de la Justice et qui est en charge de tout ce qui a rapport avec la Russie parce que son patron s'est désisté pour n'avoir pas signalé une conversation qu'il avait eue avec l'ambassadeur de Russie. Quand M. Rosenstein parle, on a le sentiment qu'il parle par-dessus la tête de M. Trump. Il répond aux questions, il a en particulier répondu à des questions posées par des représentants du Parti républicain, des députés, des congressistes, mais on a le sentiment qu'il ne prend pas la peine véritablement. Il répond aux questions poliment, mais on a l'impression que son esprit est ailleurs. Et où son esprit est, comme celui de certains généraux probablement, et d'autres personnes comme M. Comey qui a été démis de ses fonctions du FBI, un certain nombre de gens qui sont en charge, M. Mueller bien entendu, M. Robert Mueller, qui est en charge de l'enquête sur la collusion éventuelle avec la Russie, on a l'impression qu'il ne se soucie plus véritablement de ce que dit M. Trump. Et la raison, ça pourrait être, voilà, ça pourrait être l'article 3, section 3 de la Constitution américaine. Je vous lis d'abord les phrases en anglais, je vous les traduis au fur et à mesure. Treason against the United States, la haute trahison contre les États-Unis, shall consist only in levying war against them, consiste uniquement soit à leur déclarer la guerre, or in adhering to their enemies, ou de prendre le parti de leurs ennemis, en leur giving them aid and comfort, en leur apportant aide et protection. No person shall be convicted of treason unless on the testimony of 2 witnesses to the same overt act or on confession in open court. Personne ne sera inculpé de trahison si ce n'est selon le témoignage de 2 personnes du même acte patent ou de la confession en open court devant une cour compétente. Alors c'est à ça que je pensais hier, bien entendu, c'est que si M. Trump manifeste aujourd'hui de la sympathie pour M. Poutine, très facilement ce qu'il peut dire dans le cadre d'une inculpation de fonctionnaires russes pour ce qui équivaut à un acte de guerre, une tentative de sabotage des élections et du système de vote aux États-Unis, pourrait être considéré comme prendre le parti pour des ennemis et leur apporter de l'aide et protection. Il s'agit là ce que je vous ai lu là, c'est un article de la Constitution. Il y a un article plus précis sur la trahison qui assorti de peine. C'est l'article du Code américain, section 18, paragraphe 2381. Whoever owing allegiance to the United States, quiconque doit allégeance aux États-Unis, leur déclare la guerre ou prend le parti de leurs ennemis, leur apporte de l'aide ou de la protection, que ce soit aux États-Unis ou à l'étranger, est coupable de haute trahison et subira la peine de mort ou sera emprisonné pas moins de 5 années et subira des amendes de pas moins de $10,000 et sera incapacité de holding any office under the United States, d'occuper aucun poste dans le cadre des États-Unis. C'est ça. Est-ce qu'on peut parler d'un piège ou est-ce qu'on peut parler simplement d'un dispositif qui s'est mis en place et qui fait que maintenant, à partir d'aujourd'hui, à partir en fait de vendredi, que toute déclaration de M. Trump qui pourrait tomber dans cette catégorie de aide ou protection accordée à l'ennemi ou de prendre son parti pourrait être considéré comme un acte de haute trahison et qu'il serait arrêté selon
selon le cadre de la loi. Je crois que c'est cela qui est, personnellement, je crois que c'est cela qui est mis en place par M. Mueller, qui a trouvé petit à petit le moyen de, je dirais, d'acculer M. Trump à être en position véritablement de ne pas pouvoir faire autrement que de poser des actes patents de collusion avec l'ennemi. D'où ce que j'avais dit hier, qu'il ne s'agisse pas tant du passé, de ce qu'il a pu faire autrefois, pour lesquels il faudrait qu'il témoigne devant un jury. Je crois que M. Mueller a mis cela entre parenthèses, sachant que M. Trump ne le fera pas. Parce que ses conseillers, en particulier M. Giuliani, lui ont dit que, vu la manière dont il manie le langage, le risque de parjure est beaucoup trop élevé. M. Mueller, avec l'aide de l'ensemble du système judiciaire américain, a mis en place un cadre où M. Trump ne peut que faire apparaître en surface, aux yeux de tous, sa collusion avec une nation qui a pu être définie comme ennemi des États-Unis en raison des actes posés et de l'inculpation de certains de ses fonctionnaires pour l'avoir fait. Monsieur Ignatius aussi attire l'attention sur le fait que, comme je l'ai dit, les inculpations sont extrêmement détaillées, pas véritablement minutées, mais tous les actes sont décrits, ce qui fait, c'est qui doit faire penser que l'information dont disposent les États-Unis maintenant, ils ne l'avaient sans doute pas au moment où les faits ont été posés, est une information extrêmement précise, qui peut faire penser aux Russes qu'ils sont infiltrés pour qu'il y ait un tel détail dans la connaissance de ce qui est fait. Cela nous fait penser aussi au détail qui doit être celui de la commission de M. Mueller, des dossiers qui ont été saisis chez M. Cohen, Michael Cohen, l'avocat de M. Trump, dont on a su, j'ai donné le chiffre l'autre jour, que sur les milliers de documents qui ont été saisis, il n'y a que quelques-uns, je ne sais plus, 19, qui sont considérés comme ne relevant pas relevant du secret des conversations entre un avocat et ses clients, et qui, eux, ne peuvent pas être invoqués. Tout le reste peut être utilisé. Les propos assez incohérents de M. Michael Cohen ces jours-ci sur ce qu'il va faire et pas faire révèlent un véritable affolement. Il doit y avoir là des choses qui relèvent peut-être de cet article 3, section 3 de la Constitution des États-Unis, c'est-à-dire d'un acte de haute trahison. Cela pourrait expliquer son affolement, qui n'est pas simplement celui de quelqu'un pris la main dans le sac d'avoir payé des pots de vin ou d'avoir triché sur une transaction quelconque. Voilà. Je vous informe de l'étape suivante de cette enquête qui a lieu aux yeux du public. Il est possible qu'aujourd'hui, M. Trump prononce les mots qui entreront dans le dossier d'une accusation de haute trahison contre laquelle il n'est pas... je crois que quand il a posé la question de s'accorder le pardon présidentiel à lui-même, je crois qu'il n'a pas dû penser au cas de haute trahison ou la notion même de s'accorder le pardon présidentiel pour un acte de ce type-là, évidemment, n'est pas d'actualité, n'est pas d'application. Voilà, je vous tiens au courant. J'ai le sentiment que nous sommes un peu comme à l'été 2008, où pendant que tout le monde est à la plage, il se passe des choses véritablement importantes pour l'histoire du monde. En tout cas, il se passe des choses qu'on n'a jamais vues avant dans l'histoire des États-Unis. Je vous tiens informé, je continue à lire tout ça. J'ai le sentiment que mon mois de juillet, en tout cas, sera bien occupé. À bientôt.